Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire Together sur l'Inde. Je suis très heureux de le faire avec vous et que vous regardiez ce webinaire. Je m'appelle Jérémy Grasset, je suis un des cofondateurs de Shanti Travel avec Alex, qui a lancé Shanti Travel en 2005 en Inde. Justement, ça tombe bien, ça fait déjà 19 ans que l'on a lancé Shanti, et donc vous allez découvrir notre nouveau logo en même temps aujourd'hui. C'est assez incroyable, c'est très émouvant. J'ai tourné cette vidéo un petit peu à l'avance et c'était avant la sortie du nouveau logo, et vous pouvez voir notre nouveau logo. On espère qu'il vous plaît. Alors pourquoi on a changé le logo? C'est pour s'adapter un petit peu, changer, parler de petits chemins à travers l'Asie, et puis parler aussi d'une autre manière, peut-être un peu moins indienne, bizarrement, même si c'est un webinaire sur l'Inde, mais un peu plus asiatique au sens large. Donc, je remercie les équipes qui ont fait tout ça et qui ont participé à ce changement, nos designers et tout. Qui sommes-nous? On est une agence de voyage, donc lancée en Inde, comme je viens de vous le dire, à Delhi, il y a 20 ans, 19 ans. L'idée, c'était vraiment de faire des voyages en direct et pour les agences depuis Delhi, avec une expertise parce qu'on habite sur place, une passion du voyage aussi. Voilà, c'est quelque chose qui est intact dans Shanti, même après quelques années. Et puis, c'est le cas aussi avec toutes les équipes. Du sur-mesure. C'était déjà à la mode en 2005, mais c'est toujours à la mode. Et puis, créer des rencontres authentiques où vos voyageurs ils peuvent rencontrer des Indiens, et pas forcément que les chauffeurs ou les gens de l'hôtel, mais d'autres rencontres, on en parlera tout à l'heure, les paysans, par exemple, mais aussi flexible avec un service de conciergerie sur place, créatif et responsable, on en parlera aussi, c'est important pour nous. Aujourd'hui, l'équipe de Delhi, c'est 17 personnes, et il y aura Preeti tout à l'heure, qui est la General Manager, qui va nous rejoindre, qui est en Inde et qui va nous rejoindre avec son téléphone en 5G. Et puis, un prix juste aussi, parce qu'en agence locale, c'est souvent le cas. On va passer aux Indes de ma grand-mère. Donc, l'Inde, c'est vrai que on parle de l'Inde, mais c'est quand même très divers comme pays, c'est très grand aussi. Avant, les Indes, c'était incluant le Pakistan, le Bangladesh, le Népal, le Sri Lanka. Ça allait quasiment jusqu'à la Birmanie. Aujourd'hui, le pays d'Inde, on le verra tout à l'heure sur une carte, il est plus petit, il est plus restreint, mais il s'arrête toujours à l'Himalaya pour la partie nord, avec le Népal aussi. Le Bangladesh, c'est séparé, mais les Bengalis, c'est toujours un peu les mêmes cousins. Et les Pendjabis et les Sindhis se sont séparés aussi au Pakistan. Mais il y a des origines communes dans la musique, dans la nourriture. Voilà, c'est les Indes, c'est la grande diversité. On va voir, on va parler de 3 parties en Inde aujourd'hui. L'Inde du Nord avec le Rajasthan et Madhya Pradesh. L'Inde du Sud avec le Kerala et le Tamil Nadu. Et tout au nord, du Ladakh, qui est un peu le petit Tibet. Donc, on va aborder que 3 parties. On va pas parler de l'Est aujourd'hui. Peut-être ce sera l'occasion d'un futur webinaire avec Together. Alors, l'Inde du Nord avec un monsieur Sikh. Voilà, ce monsieur, c'est quelqu'un du Pendjab. Les Sikhs, c'est turban, donc une grande diversité religieuse en Inde du Nord comme en Inde du Sud. Mais c'est vrai qu'en Inde du Nord, on va retrouver les Sikhs, les Jains, les hindous, évidemment, des musulmans. Il y a beaucoup de restes archéologiques qui sont de l'époque des Moghols, comme le Taj Mahal. Et c'est ça qu'on va faire découvrir à vos voyageurs. C'est Old Delhi, qui est une très vieille ville, un fort du 15e, 16e siècle, le Fort Rouge avec la mosquée en face. Et aussi Bénarès, qui est un grand classique de l'Inde du Nord. Alors, peut-être pas pour une première fois pour les voyageurs, ça peut, mais il faut qu'ils soient un peu accrochés. Mais c'est assez génial. Moi, j'y suis allé pour la première fois en Inde en 2001 avec mon sac à dos. Et j'avais commencé par Calcutta, puis Bénarès, et c'était super. Donc, mais c'est très intense comme endroit. Et puis après, on peut partir un petit peu
d'Agra, on va aller sur Jaipur et le reste du Rajasthan. Alors Agra, on vous conseille déjà de faire attention à pas le mettre le vendredi, parce que le vendredi, le Taj Mahal est fermé. Souvent, les gens oublient. Je sais pas pourquoi ça tombe plus souvent. Et donc ensuite, on part après Agra sur Jaipur ou sur d'autres villes comme Ranthambore où on peut aller voir des réserves de tigres. Ça, c'est assez génial. Et ensuite, Jaipur, Jodhpur ou Udaipur, ça c'est les grands classiques, ou Jaisalmer. Chez Chantine, on aime bien les petites propriétés un petit peu en dehors. Donc, on va parler du Shekhawati, un peu au nord, là où il y a des maisons bourgeoises assez incroyables avec des trésors cachés dans les maisons. Mais aussi les monts Aravalli, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous du Shekhawati, mais au-dessus de Jodhpur, au sud de Jodhpur, où là, on va retrouver des petites montagnes relativement vertes. Le réchauffement climatique fait qu'il pleut de plus en plus en Rajasthan, et donc ça peut être assez vert certains mois. Donc, et ensuite, la partie Madhya Pradesh qui est intéressante aussi, beaucoup plus hors des sentiers battus, moins de choses à voir. C'est un peu mon dada, j'aime bien en parler régulièrement. L'Inde du Nord, il y a plein de raisons d'y aller, mais les hébergements, ça fait vraiment partie des choix d'hébergement. Tous les gens qui aiment les beaux hôtels, on peut vraiment se faire plaisir à tous les prix. On a des beaux hôtels de Maharaja à 30-40 euros la nuit. Ça fait à peu près 90 roupies pour 1 euro. Donc, disons 3000 roupies, on commence à avoir des hôtels sympas, jusqu'à 10, 15 000, 20 000 roupies. Voilà, ça, c'est vraiment un Beaufort dans lequel on peut dormir. Moi, j'adore dormir en Inde, dans des palais. C'est comme en France, dans les châteaux, c'est assez magique. Et on a la vie d'un Maharaja. Ensuite, la cuisine indienne, on en parlera dans un petit slide dessus. C'est très divers, très varié. Donc là, c'est vraiment un bonheur. L'Empire moghol, avec beaucoup d'histoire, mais c'est de l'histoire vivante, contrairement des fois à l'Europe où ça peut être de l'histoire un petit peu morte. Eh bien, on va avoir une histoire très vivante en Inde du Nord. Et surtout, les Indiens sont à l'intérieur des lieux historiques, ce qui rend tout de suite les visites moins ennuyeuses, notamment pour ceux qui voyagent avec des enfants. Les safaris, on est très bien doté avec les tigres. Sur le Bengale, on peut trouver des rhinocéros, mais on va voir aussi des ours, on va voir des chacals, on va voir des léopards. C'est vraiment une grosse densité, beaucoup de différentes sortes de nilgai, de genre de gazelles, etc. Donc, niveau safari, c'est chouette. C'est pas exactement comme les safaris en Afrique, mais c'est quand même un beau safari 2 fois par jour, à 6 heures du mat, le soir, éventuellement la nuit. C'est vraiment magique. On peut faire du cheval aussi, on n'y pense pas forcément. Mais c'est vraiment une belle manière de découvrir le Rajasthan, notamment. On a des belles, des beaux endroits avec beaucoup de chevaux. Je cherche le nom, des beaux manèges. Et ensuite, les rives du Gange, qui sont quand même sacrément chouettes. On peut les voir pas très loin de Delhi, les gens ils n'y pensent pas, mais à 1 heure de Delhi, on peut voir le Gange. Et sinon, il faut aller à Benares, c'est vraiment un des endroits les plus beaux. Ou à Rishikesh, un peu plus spirituel. En origine, c'est là où Sgt Pepper a fait leur album, mais voilà, c'est vraiment sympa, ces rives du Gange. Et puis après, ce qui est génial, c'est le côté atypique et un peu fou de l'Inde, avec tout le côté déconcertant. Alors, il y a des voyageurs qui ont un peu peur d'y aller, mais je pense qu'il faut sauter le pas. Il y a beaucoup de clichés sur l'Inde, donc il faut bien laisser les stéréotypes avant de partir en bas de l'avion, et ensuite se laisser un petit peu porter, guidé par une agence, c'est plus facile, et ça tombe bien parce que vous êtes tous en agence. Quand est-ce qu'on y va? Presque toute l'année. C'est vrai qu'on va éviter mai, juin, qui est vraiment trop chaud, très désagréable, même si aujourd'hui les gens voyagent beaucoup hors saison, il fait vraiment, vraiment chaud en Inde du Nord. On passe les 40, 45, 50, les clim, elles s'arrêtent de marcher à partir de 42, donc on déconseille vraiment mai-juin, sauf à aller au Ladakh, on en parlera en fin de formation. Et sur les autres mois, juillet-août, c'est possible d'aller en Inde, c'est même assez agréable au Rajasthan, il pleut fort, mais il pleut à certains moments, donc en fait on va avoir un peu moins chaud, donc c'est faisable en juillet-août. Contrairement à ce que souvent les gens disent, moi je trouve que c'est faisable en juillet-août, c'est plutôt agréable. Même septembre, c'est encore très vert. Et après, octobre, c'est chouette parce que c'est Diwali, il commence à faire plus frais. Novembre, c'est parfait. Décembre, il peut faire un petit peu frais, il faut faire attention, une petite veste. Des fois, les gens, ils s'habillent mal parce qu'ils pensent qu'en Inde, il fait chaud, mais c'est quand même, on est dans le climat du Nord. Janvier, c'est pareil, il fait un peu frais la nuit, on voit 7 degrés. On dirait Evelyne Delia quand je fais ma présentation.
Et ensuite, février, c'est parfait. Et puis, il y a souvent la fête de Holi fin février, début mars. Là, c'est top. On gagne 1 degré par jour à partir de Holi quand on jette les couleurs. Ça, c'est vraiment magique, la fête de Holi. On vous conseille ça pour les voyageurs. Par contre, ça s'organise pas dans la rue. Ça serait un peu dangereux. Donc, quelques petites inspirations de voyage sur notre ancien site, mais avec notre nouveau logo. Le Songe des Maharajas, qui est un grand voyage un peu classique, vous pourrez aller voir sur le site, mais qui emporte tout. Hein. Il est long et il est court, il condense tout. Donc ouais, c'est vraiment un très beau voyage. Le Grand Tour du Rajasthan, qui pour le coup là a tous les immanquables en 3 semaines. C'est un voyage quand même assez fatigant. Faut faire attention à pas trop en mettre. Avec des changements un peu trop souvent. Donc, en 21 jours, on a le temps de dormir 2-3 nuits dans des hôtels. Ensuite, Palais et Tigre, donc ça va être plus orienté autour des safaris. Et ensuite, Rajasthan et Benares, là, c'est beaucoup de routes, mais on peut couper en faisant du train. Moi, je vous conseille les voyages en train en Inde, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, on a un voyage signature de Bruno Maltor qu'on aime à partager à travers le Madhya Pradesh, de Bombay jusqu'à Delhi, qui est vraiment très, très beau. Et le désert du Thar. Attention, désert du Thar et à Jaisalmer, ça peut vite être un peu cliché comme endroit. Et toutes les expériences ne sont pas les bonnes. Donc faites attention à ce que vous prenez comme hébergement. Et puis c'est un pays infini, donc on peut tout imaginer en Inde. On peut tirer des feux d'artifice, on peut organiser des dîners surprises. On a des dîners pique-nique très sympas. Des déjeuners pique-nique ou des dîners pique-nique très bien. Voilà, les hôtels, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, donc c'est vraiment un grand bonheur. Les Haveli, ça veut dire les maisons bourgeoises. Voilà, donc ça c'est dans le Shekhawati, des petites maisons bourgeoises, ou peut-être à l'entrée de Jodhpur, ces hôtels d'ailleurs. Et là, on va retrouver vraiment des grandes chambres souvent. C'est l'avantage de ces maisons bourgeoises. Les chambres sont assez grandes, pas forcément très lumineuses, mais très belles. On a un petit peu de rococo ou des années 50, des hôtels des années 50, un peu art nouveau. Celui-là, il est à Churu, dans le Shekhawati aussi. Un bel endroit où on fait des chasses au trésor incroyables. Et on part de cet hôtel et on cache plein de choses à travers les villages. C'est vraiment top pour aller découvrir. Voilà, donc des beaux palais. En termes de paysage, ici, on va retrouver le fort d'Amber. Donc ça, c'est un fort très connu. Alors, il y a un peu moins d'eau maintenant, mais très ocre, très beau. Ensuite, des Haveli un petit peu cassés comme ça, avec beaucoup de charme. Des Haveli incrustés de pierre aussi, et des petites peintures du Rajasthan. Ici, on va retrouver le Jal Mahal à Jaipur, qui est un très beau monument. Donc pareil, ces monuments en Inde, ils sont vivants, ce que je vous ai dit. C'est vraiment l'occasion de redécouvrir un petit peu l'histoire, et puis avec un guide de faire aussi les points communs entre l'histoire indienne et l'histoire française. L'Inde du Nord a pas mal de points communs avec la Grèce ou avec la route de la soie qui est reliée à l'Europe, plus qu'en Inde du Sud en fait. On peut dormir chez l'habitant, mais attention à dormir chez l'habitant. En Inde, il y en a où on peut le faire, puis il y en a d'autres où on ne peut pas le faire. Donc faites attention à ces choix-là. C'est pas forcément confortable. Donc on a quelques bonnes adresses où dormir chez l'habitant, mais pas partout. Donc on retrouve les petites vaches sacrées. Alors la vache sacrée, elle est sacrée parce que c'est le véhicule de Shiva qui transporte, et surtout parce que c'est la mère en fait qui donne le lait pour les enfants. Donc grand respect pour la vie. Si vous avez de la chance quand vous voyagez au Rajasthan ou quand vos voyageurs y voyagent, ils pourront voir des troupeaux comme ça qui passent. Et puis des petits singes, ça on en voit tout le temps. Ça c'est super. Il ne faut pas enlever ses lunettes et pas manger à côté d'eux. Petit coup de cœur cuisine. Alors, je suis végétarien, mais le poulet tandoori, c'est assez connu. On peut manger un peu des momos aussi, des currys, et puis beaucoup d'épices, évidemment. Là, lorsque on reçoit vos voyageurs, on leur donne un carnet de voyage avec plein de bonnes adresses où manger pour pas qu'ils tombent malades, parce que c'est un enjeu quand même sur l'Inde, notamment avec la viande ou avec les légumes pas cuits. Il ne s'agit pas de leur donner des adresses où ils tombent malades. On passe en Inde du Sud. Alors sur l'Inde du Nord, n'hésitez pas à envoyer vos questions par WhatsApp, il y aura mes coordonnées à la fin, ou à nous appeler directement. On sera ravis de vous aider, ou nous écrire un mail contact@shantitravel.com.
En Inde du Sud, on se trouve ici dans un autre paysage avec des faciès aussi différents, des traditions différentes, de la nourriture différente. Il y a quelques années, les gens allaient beaucoup à Pondichéry, c'est un petit peu sorti de mode, mais ça va revenir en général. Donc Pondichéry, c'est un ancien comptoir français qui est très connu. Ensuite, on arrive à Chennai en général et on fait une boucle qui va de Cochin à Chennai et de Chennai à Cochin en passant comme ça. Donc quand on est à Pondichéry, on s'arrête un petit peu avant à Chennai, qui s'appelait Madras avant, et ensuite on en profite pour découvrir la nourriture d'Inde du Sud, les grands temples 5e siècle, 8e siècle, il y a un grand empire ici qui s'appelle l'Empire Chola. On verra les photos tout à l'heure. Et puis ensuite, on descend sur Madurai, le Chettinad, qui est un endroit vraiment incroyable, un peu comme le Shekhawati en Inde du Nord dont on a parlé tout à l'heure, avec des maisons bourgeoises, des plus riches personnes de l'Empire britannique qui ont créé la State Bank of India, donc l'Inde, très riche, et à l'origine des banquiers, les castes marchandes. Vraiment, c'est très impressionnant de voir le Chettinad. Et ensuite, on remonte sur le Kerala, on va faire du bien-être, de l'Ayurveda, on en parlera tout à l'heure, ou aller à Hampi, qui sont une ville abandonnée du XVe siècle, assez incroyable. Un petit mot sur Bombay, où on peut aussi arriver et visiter pour partir soit au nord, soit au sud. Et là, sur la carte, on n'a pas mis Goa, mais Goa, ça reste un peu mythique, comme peut l'être Phuket, ou comme peut l'être Bali. Goa, ça reste dans la mythologie du tourisme, un endroit très agréable. Aujourd'hui, comme beaucoup d'endroits en Inde, avec beaucoup de tourisme indien, ce qu'on appelle domestique dans le milieu, peut-être que vous connaissez. Et eux, ils prennent des places dans les hôtels, et on n'en parle pas souvent, mais à Goa, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Indiens, même hors saison. Donc l'Inde du Sud, on est plus dans des paysages verdoyants, puisqu'il pleut beaucoup. Là, au Kerala, en juillet-août, on peut pas y aller. On verra tout à l'heure sur la carte de quand y aller, mais c'est pas possible. C'est vraiment compliqué. Il y a eu beaucoup de glissements de terrain encore cette année, donc c'est pas forcément une bonne idée en juillet-août. Par contre, ensuite, à partir du mois d'octobre, c'est bien. Jusqu'au mois d'avril, mai. Avril-mai commence à faire chaud et l'humidité remonte. Ça, c'est les backwaters, donc c'est en gros un canal qui longe la mer. Et les deux, ça permettait de transporter les marchandises avant, au 19e, c'est les Anglais qui ont construit ça. Et ensuite, c'est vraiment très beau, on peut dormir sur ces bateaux-là. Il y a des montagnes en Inde du Sud, au centre, si je reviens sur la carte. Ici, en fait, vous allez avoir des montagnes qu'on appelle les Nilgiri. Et donc, on va retrouver les plantations de thé du Sri Lanka, mais on ne le sait pas, il y a aussi des plantations de thé en Inde du Sud. Il y en a un petit peu en Inde du Nord, il y en a beaucoup en Inde du Sud. Et après, il y en a d'autres dans l'Assam, dans le nord-est. Donc, en Inde du Sud, on retrouve les empires Chola comme ça. Le bien-être, on en a parlé tout à l'heure. C'est la deuxième. Les temples peints, ça c'est vraiment génial. Les temples peints sont vraiment magiques. Et puis les plages de Goa ou du Kerala. C'est pas non plus un pays de plage complètement. Il faut pas se tromper. Attention, c'est pas une destination balnéaire. On peut vite avoir un pêcheur qui vient nous regarder un petit peu d'une manière étrange lorsqu'on se baigne. Donc voilà, faut pas vendre l'Inde comme une destination balnéaire. Il y a des belles plages dans les îles Andaman, qui sont les îles qui se trouvent ici. On n'a pas mis sur la carte, mais qui se trouvent vraiment là, sous la Birmanie. Mais engagez pas trop sur une destination balnéaire avec l'Inde. La végétation, les épices, il y a beaucoup d'épices et des très belles villes coloniales, notamment Fort Cochin ou Pondichéry, qui sont en bon état. Il y a même des villes danoises, on parle un petit peu moins. Il y a Mahé pour les spécialistes, on peut trouver aussi. L'Inde du Nord, pour moi, c'est mon gros coup de cœur de nourriture aussi. Ça, c'est des idlis, donc c'est de la farine de riz dans laquelle on va faire tremper dans cette petite sauce délicieuse rouge là qu'on appelle le rasam, et la blanche qui s'appelle un chutney à la coconut. Et ça, c'est un chutney à la tomate, hyper bon, vraiment délicieux. Et de ce côté-là, on va pouvoir prendre un tali, donc ça se mange sur une feuille de palmier, c'est très bon aussi, et des petites dosas. Voilà, ça c'est mes 3 coups de cœur de nourriture, de cours de cuisine en Inde du Sud. On fait pas mal aussi de séjours dans les fermes pour vivre avec des fermiers en Inde du Sud ou en Inde du Nord. On va apprendre
à emmener le troupeau, se balader, à aller faire de la poterie ou dans les plantations, planter du riz, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on aime bien faire. Donc je vous disais tout à l'heure rapidement sur l'Inde du Sud, on évite pour l'Est, pour l'Ouest, pardon, juillet-août. Par contre, à l'Est, de l'autre côté, les montagnes, les Nilgiris dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles peuvent bloquer la mousson. Et donc, la partie Est est tout à fait possible au mois de juillet. C'est pour ça qu'on a séparé le Tamil Nadu et le Kerala. Vous voyez, on peut aller ici, c'est plutôt des orages en juillet-août, donc c'est tout à fait possible. Et sinon, la meilleure période, alors pour le coup, on va éviter octobre-novembre pour la partie ouest, mais on va faire plutôt de l'autre côté, la partie, dans le sens de la partie ouest. Alors nos voyages, les grands classiques, je vous disais, c'est du Tamil Nadu au Kerala. Le deuxième, ici, on peut faire qu'un voyage Tamil Nadu, c'est tout à fait faisable, c'est un grand état, où on peut faire le Grand Sud, où là, on passe carrément avec Bangalore en plus. Bon, là, il faut 3 semaines, c'est plus long. Sur la piste des éléphants, un très beau, il y a 3 national parks au centre de l'Inde du Sud qui se collent, qui sont incroyables, Wayanad, Nagarkol et Metupaliana, mais là, c'est vraiment super. Bandipur, on trouve ces 3 parcs côte à côte, c'est extraordinaire. Et puis un autre sud un peu en décalage aussi. Je vous invite à aller sur le site. Voilà, vous pouvez retrouver ici tous nos voyages avec un peu des détails, vous inspirer des itinéraires. On sera ravis de vous aider à les coter. On repasse sur la présentation. Pardon. Et donc, on va passer maintenant à l'Himalaya indien, tout au nord, qui correspond plus à un voyage du mois d'avril au mois de septembre. Donc là, vous avez un enfant qui est en trek. Et c'est un bon endroit pour emmener les enfants l'été. Moi, j'en reviens. Là, c'est pour ça que derrière moi, c'est un background du Ladakh. C'est vraiment un bon endroit. C'est complètement une ambiance différente. On est plus dans le petit Tibet, l'Himalaya, avec des grandes montagnes, des petites montagnes aussi à l'entrée ici, et puis une ambiance beaucoup plus calme. Ils sont plus calmes, les Indiens, dans l'Himalaya que dans le reste de l'Inde. Voilà, c'est un peu cliché sur la méditation et tout, mais c'est vrai qu'on se sent bien à la fois avec les grands espaces où on a de la place, c'est pas trop dense, et à la fois dans les lavasseries. Voilà un petit exemple des camps qu'on peut monter ici sur un trek avec des jolies tentes de cuisine, des tentes de trek, des lamas, les yaks ici en photo, et puis les grands festivals aussi qui sont vraiment passionnants, comme l'Ossar par exemple, qui est un festival d'hiver très très beau. Des treks au Ladakh. On aime bien vous emmener aux sources du Gange aussi. Là, c'est beaucoup plus sur des sentiers battus pour les Européens, mais plus sur des sentiers de pèlerinage des Indiens, des Hindous et des Bouddhistes d'ailleurs. Et ensuite, une culture un peu plus tibétaine, très divers aussi en paysage, évidemment. Voilà, c'est toute l'année. En hiver, c'est le Ladakh. En été, c'est le Zanskar. Et au printemps, ça va plutôt être le Sikkim avec notamment comment ça s'appelle, les bougainvilliers. Voilà. On peut retrouver des très beaux bougainvilliers. Le Ladakh, c'est plus sec, plus aride. Ici, on va se trouver, donc voilà, je vous disais un petit peu les saisons. Il fait froid en hiver. Pour ceux qui sont inspirés, vous aurez peut-être des demandes de vos voyageurs parce que il y a beaucoup de livres qui sont sortis et de films autour des snow leopards, donc des léopards des neiges. Sylvain Tesson a fait un livre. Il y a eu son collègue photographe qui a fait un film en même temps aussi. Je suis en train de chercher le nom, je l'ai oublié. Et donc voilà, il y a quand même beaucoup d'actualités autour du Zanskar. Parce que les routes de trek ont changé. Et ça, souvent, on oublie d'en parler. Mais un pays en développement, c'est un pays qui évolue beaucoup. Donc les routes de trek ont changé au Ladakh. Et on a été obligé de refaire toute notre prod de trek. Donc on sera ravis de la partager avec vous. Lorsqu'on est au Ladakh, comme en ce moment-là, on a un trek de nettoyage et l'engagement, pour nous, il est important pour la pollution, pour nettoyer les routes de trek, le tourisme domestique ou le tourisme va aussi avec l'abandon de déchets sur place pendant les treks. Donc, on fait un trek de nettoyage chaque année
Et la grande traversée du Zanskar, elle peut plus se faire aujourd'hui. On a dû la changer parce que la route est arrivée sur les chemins de trek. Par contre, la marquage en revient, c'est extraordinaire. C'est vraiment très très beau. Mais on y arrive, au lieu d'y arriver avec 3-4 jours de marche avant d'arriver au village de Marca, on y arrive en une journée de jeep et on débute directement sur la vallée de la Marca, de col à 5100, mais c'est tenable parce qu'on a une acclimatation progressive à partir de Pashmina et les nomades. Ça, c'est un grand coup de cœur pour nous. On a des nuits chez les nomades, c'est vraiment chouette. Il y en a de moins en moins des nomades parce qu'ils se sédentarisent et que les routes arrivent aussi dans les vallées. C'est une vie difficile quand même, nomade. Donc voilà, beaucoup de changements au niveau des prods Ladakh. Les projets qu'on a en compensation carbone en Inde, puisqu'on parlait du Ladakh, je vous parlais des glaciers artificiels, en fait, qui sont des glaciers que l'on cofinance avec Sonam Wangshu, qui va en fait accrocher des grillages et faire couler de l'eau pour créer des glaciers artificiels qui vont servir en fait en été, lorsqu'ils vont fondre, à alimenter les cultures. Donc ça, c'est un des projets. Alors, c'est parce que les glaciers rétrécissent, malheureusement. Alors, je l'ai encore vu cet été. Ensuite, on finance aussi une association à Delhi qui s'appelle Tara, dans lesquelles on va aider des enfants qui sont sortis de leur famille parce qu'ils ont connu des sévices. Donc, c'est une association historique qu'on soutient depuis une quinzaine d'années. Et puis, on replante des arbres à Mahabalipuram dans un désert, en fait, qui est un peu sur le modèle d'Euroville d'ailleurs, où il y avait un désert et on replante des arbres là-bas au fur et à mesure. C'est un grand défi, mais Sankalparu, c'est très bien tenu. On reçoit la photo des arbres avec l'endroit où ils sont, etc. Donc voilà, c'est des projets qu'on aime bien suivre. Et voilà, une petite photo. Merci d'avoir suivi ce webinaire jusqu'à la fin. Un petit patchwork de photos là. Avec monsieur qui mange des petites chapatis, un petit temple Jain ici, Amritsar, le temple d'or, le temple pour les Sikhs. Voilà, c'est la grande diversité indienne. Ici, on va retrouver un éléphant, les chapeaux d'Uttarakhand, les temples de couleurs. Voilà, c'est une grande diversité. Les lamas du Ladakh et puis les chameaux. Voilà, c'est un pays infini, l'Inde. Vous l'aurez compris, c'est un pays de mon cœur aussi. Où Shanti a grandi. Moi, mes enfants sont nés là-bas. J'ai rencontré ma femme là-bas aussi, qui est une Française, mais j'ai rencontré là-bas. Ça a été le cas aussi pour Alex. Donc voilà, un pays fondateur pour Shanti, qu'on aime à partager avec vous, avec vos voyageurs. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci beaucoup aussi aux équipes qui ont préparé la présentation et à Together pour le tournage et pour le montage, parce que c'est toujours un bel exercice de retrouver les copains de Together et de vous proposer un beau contenu grâce aux équipes. À bientôt.